Aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est les merveilleux poisons dont Claude Bernard s'est lui-même préoccupé. Et d'abord, au lieu de commencer par parler de Claude Bernard, je vais parler un petit peu des poisons. Les poisons, on les connaît depuis plus de 4500 ans et ils constituaient déjà un objet de fascination dans l'Antiquité. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que nous n'en avons pas le temps, mais on se rappelle que c'était la mort légale à Athènes, la mort noble, et que Socrate, à tout seigneur, tout honneur, Socrate a bu la ciguë à l'issue de son procès pour corruption des jeunes gens et impiété. Dans l'Empire romain aussi, les empoisonnements sont légion. L'empereur Claude a dégusté ainsi un plat de champignons, probablement des amanites phalloïdes, concoctés par son épouse Agrippine. Et Néron a empoisonné, a poussé au suicide par le cyanure son précepteur Sénèque. En Égypte, on sait que c'est le venin de serpent qui a causé la mort de Cléopâtre, qui s'est suicidée avec un aspic en apprenant la mort de Marc-Antoine. Elle avait d'abord testé le venin sur quelques serviteurs qui ont servi de cobayes. Au Moyen-Âge, on utilise plutôt l'arsenic, chaque période a ses modes. À la Renaissance, les Borgia en sont de grands spécialistes. Par exemple, César et Lucrèce Borgia, qui sont les enfants du pape Alexandre VI, qui lui-même est mort par le poison. César Borgia mélangeait l'arsenic et le phosphore. La Renaissance est l'âge des poisons. On ajoute à l'arsenic la belladone, la strychnine, et les alchimistes italiens font merveille. On a même ouvert à Venise, au XVIe siècle, on ouvre une école des empoisonneurs. On considère que le poison est un art. Ensuite, vous le savez, la mode gagne la France, du XVIe au XVIIIe. Henri IV était obsédé par la peur d'être empoisonné au point de faire cuire lui-même ses œufs en arrivant chez un monarque. L'obsession des poisons, c'est aussi l'affaire de la Brinvilliers qui empoisonne son père et ses frères avec de l'arsenic mêlé à de la bave de crapaud. Le poison n'a pas totalement disparu, vous le savez, il prend de nouvelles formes, ce sont les pesticides, c'est le polonium qui a entraîné la mort du dissident russe Alexandre Litvinenko. Mais bon, ceci est une autre histoire, bien sûr, on va en venir rapidement à Claude Bernard. Le poison intriguait de bonne heure les scientifiques, et Claude Bernard ne pouvait pas être indifférent au poison, puisque, on le sait, c'est un personnage à la fois romanesque et scientifique, avec 1000 curiosités. Après la fonction glycogénique du foie, l'interrogation sur les poisons constitue un de ses sujets privilégiés, à tel titre qu'il lui consacre toute son année de cours 1855-1856. Pourquoi cet intérêt pour le poison? C'est aussi parce que son ami et professeur, le chimiste Théophile Pelouse, lui a remis des flèches, ses premières flèches imprégnées du fameux poison américain, le curare. Et ce sujet, le poison et en particulier le curare, va le passionner jusqu'à son dernier souffle. Sur son lit de mort, il reçoit encore une lettre d'un collègue à propos du curare. On va se limiter à deux grandes branches de recherche, les poisons de flèche, comme dit Claude Bernard, notamment le curare, et les intoxications avec l'oxyde de carbone. Et puis, on fera une troisième petite partie post-scriptum sur les autres poisons, puisque Claude Bernard s'est intéressé à tous les poisons. Je commencerai par les intoxications oxycarbonées, donc par l'oxyde de carbone, qui est un peu le lieu du triomphe de Claude Bernard, où on voit bien fonctionner sa méthode oérique, donc c'est éminemment pédagogique. Et ensuite, sur le curare et les autres poisons, on verra que Claude Bernard rencontre un peu plus d'obstacles et que toujours chaque victoire, chaque progrès se paye aussi d'une demi-compréhension
de quelques erreurs sur lesquelles parfois il s'obstine. Mais en tout cas, il ouvre toutes les portes avec une intrépidité sans borne. Il n'arrive pas tout à fait en terrain vierge, soyons honnêtes, sur les intoxications oxycarbonées, donc notre première partie, puisque c'est un sujet qui passionne tous les chercheurs. L'oxyde de carbone est à la mode, hélas, parce qu'il y a de très nombreux accidents avec des poêles mal réglés et avec le gaz d'éclairage. On sait que ça sera la mort d'Émile Zola, c'est l'oxyde de carbone qui est à l'origine de la mort d'Émile Zola, bien sûr après la mort de Claude Bernard, puisque ça sera en 1902. Zola, qui soit a eu un accident, soit a été, on le pense de plus en plus, assassiné. On aurait bouché sa cheminée. Zola, qui était un ami de Claude Bernard, bien que beaucoup plus jeune, et qui le représente dans son livre sous la forme du docteur Pascal. C'est aussi l'oxyde de carbone, l'intoxication à l'oxyde de carbone, c'est aussi le suicide à la mode. Le docteur Marie, M-A-R-Y-E, médecin du quartier de Saint-Jacques à Paris, raconte dans un ouvrage publié en 1837 qu'il a été appelé très souvent pour des cas de suicide par la vapeur de charbon. Et il fait une remarque intéressante, c'est que le sang des asphyxiés par l'oxyde de carbone est rutilant. De même, le docteur Olivier, qui autopsie une certaine demoiselle Angélique, ayant succombé au gaz d'éclairage, est séduit post-mortem par son sang très fluide, présentant une belle couleur d'un rouge pourpre. Quelques chercheurs évoquent au contraire une couleur noire du sang. Donc Claude Bernard va faire une expérience pour voir. Ce sont ces fameuses expériences pour voir, héritières de l'empirisme de Magendie, mais pas seulement, parce qu'il s'agit de faire naître une observation, et de l'observation va naître, comme vous le savez, une hypothèse et toute la mise en marche de la méthode oérique. Il raconte comment il en est venu à faire ces expériences sur l'oxyde de carbone. Vers 1846, je voulus faire des expériences sur la cause de l'empoisonnement par l'oxyde de carbone. Je savais que ce gaz avait été signalé comme toxique, mais je ne savais absolument rien sur le mécanisme de cet empoisonnement. Je ne pouvais donc pas avoir d'opinion préconçue. Que fallait-il faire alors ? Il fallait faire naître une idée en faisant apparaître un fait, c'est-à-dire instituer une expérience pour voir. En effet, j'empoisonnais un chien en lui faisant respirer de l'oxyde de carbone et immédiatement après la mort, je fis l'ouverture de son corps. Je regardais l'état des organes et des liquides. Ce qui fixa toute mon attention, ce fut que le sang était rutilant dans tous ses vaisseaux. Cette rutilance constitue la première observation. Pourquoi cette rutilance du sang, qu'on pourrait prendre pour un signe de bonne santé? Pendant longtemps, cette question reste sans réponse. Et Claude Bernard écrit « Je gardais cette observation pendant longtemps, sans m'en servir autrement que pour la citer dans mes cours à propos de la coloration du sang. » Claude Bernard fait un rapprochement avec le sang artériel. Le sang artériel est rouge vif, c'est une de ses propriétés, parce qu'il a une forte proportion d'oxygène, alors que le sang veineux, qui contient moins d'oxygène, est plus foncé. Donc, Claude Bernard va faire une première hypothèse. Il va imaginer que l'oxyde de carbone aurait pu empêcher l'oxygène de se changer en acide carbonique dans les veines. Mais à ce moment-là, il semble difficile de comprendre comment tout cela pourrait entraîner la mort, parce que l'oxygène est plutôt une bonne condition pour le sang. Toujours est-il que si ce raisonnement était vrai, il le poursuit, le sang pris dans les veines des animaux empoisonnés par l'oxyde de carbone devra contenir de l'oxygène au même titre que le sang artériel.
Bref, il faut aller voir de plus près la composition du sang pour comprendre le phénomène. Mais, surprise, en faisant passer un courant d'hydrogène pour extraire l'oxygène du sang, impossible de déplacer cet oxygène. L'oxygène du sang du chien empoisonné par l'oxyde de carbone, on ne peut l'extraire ni des veines ni des artères. Et on ne peut pas non plus extraire des veines l'acide carbonique qui doit s'y trouver. L'idée de génie de Claude Bernard, c'est de ne pas voir dans cette impossibilité un simple obstacle, mais une seconde observation. Il se demande pourquoi il ne peut pas extraire l'oxygène. Qu'est devenu l'oxygène du sang ? Il ne s'est pas changé en oxyde de carbone puisqu'on ne peut pas déplacer non plus d'oxyde de carbone et que la couleur rutilante du sang s'y oppose. Je m'épuisais en conjectures, avoue Claude Bernard. De la deuxième observation, l'impossibilité d'extraire les gaz du sang, il fait surgir une deuxième hypothèse. Comme les gaz se déplacent les uns par les autres, il se pourrait que l'oxyde de carbone ait déplacé l'oxygène et l'ait chassé du sang. Claude Bernard fait donc une expérience en éprouvette en mettant du sang d'un animal sain en contact avec de l'oxyde de carbone à l'abri de l'air extérieur. Il agite le tout et il découvre alors que son hypothèse, la deuxième, était la bonne. L'air contenu dans l'éprouvette s'est enrichi en oxygène et appauvri en oxyde de carbone, alors que le sang, lui, a subi l'effet inverse. Le sang a fixé l'oxyde de carbone et perdu l'oxygène. L'oxyde de carbone a expulsé l'oxygène. Et on ne peut plus déloger l'oxyde de carbone, ni par l'oxygène, ni par un autre gaz. Interprétation, Claude Bernard interprète ce résultat. Ce gaz solidement fixé aux globules les tue en mettant fin à leurs propriétés physiologiques essentielles à la vie, c'est-à-dire la respiration. Il provoque une asphyxie, qui est une anoxie ou une anoxémie. Ici, dit Claude Bernard, l'analyse expérimentale a atteint son but. Et il ajoute, c'est un des rares exemples que je suis heureux de pouvoir citer. La cause prochaine de l'empoisonnement est trouvée. Et elle peut s'exprimer dans cette expression théorique. L'oxyde de carbone se combine plus fortement que l'oxygène avec l'hémoglobuline du sang. Cette analyse constitue une conclusion théorique. Avec les travaux sur l'oxyde de carbone, on a une bonne mise en pratique de la méthode OERIC, observation, on en a même deux, la rutilance du sang et ensuite l'impossibilité d'extraire les gaz. Hypothèse, on en a deux, une qui était fausse et une qui est juste, qui elle fait que l'oxyde de carbone ait expulsé l'oxygène. Expérimentation, donc on va vérifier en éprouvette. Pour les âmes sensibles, Claude Bernard n'a pas passé sa vie à découper des animaux, de temps en temps il travaille in vitro. Et résultat, effectivement, c'est l'absence d'oxygène. Interprétation, l'oxyde de carbone se combine plus fortement que l'oxygène avec les globules du sang. Et donc la conclusion est de nature chimique. Claude Bernard va vérifier encore, en expérimentant l'oxyde de carbone sur des grenouilles, des oiseaux, des lapins et des chiens, en confirmant son action très toxique qui avait déjà été mise en lumière par le chimiste Félix Leblanc. Une concentration infime de 0,2% d'oxyde de carbone dans l'air suffit pour donner la mort à un chien. Une quantité aussi minime que 0,05% d'oxyde de carbone dans l'atmosphère provoque une perte de conscience, des convulsions, des troubles extrêmement graves chez l'homme et chez les animaux supérieurs. Il y a un intérêt de ces travaux qui est à la fois théorique et technique. L'intérêt de ces travaux, c'est de mieux connaître la composition chimique du sang, des gaz du sang, et la fonction physiologique de ces gaz.
L'intérêt technique, ils sont un peu imbriqués d'ailleurs. In vitro, Claude Bernard constate que l'oxyde de carbone peut servir de bistouri chimique pour calculer la quantité d'oxygène contenue dans le sang. Il y a un grand intérêt, dit Claude Bernard, des expériences in vitro pour étudier les propriétés vitales des globules sanguins en dehors des corps vivants. Dans les notes de son fameux cahier rouge, Bernard raconte qu'il rêve d'être un globule du sang et de se promener la canne à la main dans le sang pour voir les tissus vivre comme des animaux aquatiques. Il note que les globules sanguins sont comme embaumés par l'oxyde de carbone, mais que l'oxyde de carbone n'agit que sur les globules rouges. Ça, c'est un élément important, c'est l'action sélective de ce poison. Le plasma paraît inaltéré. C'est très intéressant pour distinguer dans le sang le rôle des globules et le rôle du plasma. Pour le physiologiste, le poison doit être avant tout un outil de dissection chimique, un moyen de séparation des propriétés vitales, beaucoup plus subtil que le scalpel. Alors évidemment, Claude Bernard est médecin et il n'oublie pas l'intérêt clinique. Au chevet du malade, il sera possible de mieux comprendre la séméologie de cet empoisonnement qui se manifeste d'abord avec les symptômes de l'hémorragie pure et simple. Bien qu'il demeure très sceptique en ce qui concerne les moyens thérapeutiques, Bernard nourrit un certain espoir. Il faudrait, dit-il, détruire la combinaison de l'oxyde de carbone avec l'hématoglobuline. Mais pour l'instant, ils sont inséparables. Pourquoi détruire cette combinaison ? Parce que l'oxygène est indispensable à la vie. Il ne sert pas seulement pour la combustion vitale, il sert d'excitateur indispensable pour des tissus musculaires et nerveux. Il est indispensable pour que le cœur puisse faire son travail, avoir des contractions régulières. Et Claude Bernard, vous savez, il a une lubie, c'est l'unité du règne vivant. Il fait une analogie avec le règne végétal, avec les travaux de Boussingault, et il parle d'un globule de matière verte végétale qui a aussi son poison, c'est le mercure qui arrête l'activité chlorophyllienne des feuilles. Son obsession, bien sûr, c'est trouver le remède. Comment éliminer l'oxyde de carbone ? 3 solutions. Le chasser par d'autres gaz. Il y a des gaz qui ont encore plus d'affinité chimique avec l'hémoglobine que l'oxyde de carbone. Par exemple, l'acide sulfurique ou les nitrites, mais plus favorablement le dioxyde d'azote. Donc l'action de l'oxyde de carbone n'est pas irréversible, comme Claude Bernard et ses prédécesseurs l'ont cru longtemps, même si l'affinité de l'oxyde de carbone et de l'hémoglobine est très forte, 200 fois plus forte que celle de l'oxygène. Ça fait réfléchir quand on pense qu'Aristote disait « la nature ne fait rien en vain ». La nature a fait que la liaison, l'affinité oxyde de carbone-hémoglobine est 200 fois plus forte que celle de l'oxygène et de l'hémoglobine. Deuxième solution, dans les cas extrêmes, la transfusion. Si tous les éléments du corps sont restés sains, moins les globules du sang, ceux-ci étant mobiles, on a la ressource de les enlever et de les remplacer par d'autres. L'expérience l'a confirmé, on a sauvé ainsi des animaux et des hommes empoisonnés par l'oxyde de carbone. Et en 1864, un chercheur allemand, Kuhn, sauve des chiens empoisonnés par l'oxyde de carbone grâce à une exsanguinotransfusion. Donc il a changé tout le sang des chiens. Troisième solution, outre l'utilisation d'autres gaz ou la transfusion, dans les cas moins graves d'intoxication partielle, quand on arrive à temps, s'il reste suffisamment de globules sains, l'élimination peut être naturelle, physiologique. Un lapin ou un chien empoisonné partiellement élimine tout simplement l'oxyde de carbone en respirant petit à petit, ce qu'on ne peut voir in vitro. Mais par quelle voie ? Par la respiration pulmonaire, sous l'influence de l'air, un air de préférence riche en oxygène. Albert Dastre dit que le travail de Claude Bernard sur l'oxyde de carbone est un modèle du genre, il est exemplaire. Surtout la découverte de la cause, l'affinité chimique, hémoglobine, oxyde de carbone. Certains chercheurs disent même que Claude Bernard a fait les premiers pas vers la biologie moléculaire moderne. Évidemment,
les travaux les plus connus, ce ne sont pas les travaux sur l'oxyde de carbone, ce sont les travaux sur le curare, les travaux de Claude Bernard les plus connus. Le curare, on l'appelait l'herbe qui tue tout bas. C'est un Indien qui décrit ainsi à la Condamine le curare. Quand Théophile Pelouse remet à Claude Bernard en 1845 des flèches empoisonnées au curare, on ne connaissait rien, ou presque rien, du mode d'action physiologique de cette substance. On savait seulement que cette substance complexe, de composition inconnue, tuait très rapidement un animal quand on l'introduisait sous sa peau. Fidèle à sa méthode, Claude Bernard va provoquer des expériences pour voir, pour faire naître une observation. Par quel mécanisme ce poison provoque-t-il la mort ? Un Indien définit ainsi le curare, ce suc d'une herbe qui tue tout bas sans qu'on sache d'où le coup est parti. Depuis le XVe siècle, les explorateurs sont fascinés par ce poison terrifiant et merveilleux. Il y a toute une littérature sur ce sujet. Celles qui préparaient le poison, le curare, c'étaient les vieilles femmes, surtout les plus laides et les plus inutiles. Parce qu'on disait que les vapeurs du curare les intoxiquaient, et ainsi on faisait d'une pierre deux coups, on testait le curare, on éliminait les bougies inutiles. On croyait aussi, alors inutile de dire que c'est faux, elle mourrait probablement justement par intoxication par la vapeur de charbon, enfin par d'autres facteurs, si elle mourait. Deuxième idée fausse, c'est que les végétaux étaient tués par le curare et que les Indiens testaient leur curare sur de jeunes arbres qui mouraient radicalement. Claude Bernard expérimente sur des végétaux. Le curare ne fait aucun mal aux végétaux, au contraire. Il arrive à faire germer des graines dans des solutions de curare. Troisième idée fausse, on croyait que le sucre, le sel ou l'eau de mer constituaient des antidotes au curare. C'est à peu près aussi efficace qu'un cautère sur une jambe de bois. Une fois que le poison est rentré dans les humeurs de l'organisme, comme on disait, il n'y a aucun antidote. Les premières observations vraiment scientifiques, il y en a quand même eu avant Claude Bernard, ont été faites par la Condamine, je vous passe parce qu'il y a toute une histoire du curare, qui s'intéresse à la composition du curare. Et il s'aperçoit que les Indiens se servent de certaines lianes qui sont des strychnées. Bon. Et il met, comme ça serait trop simple, ils ajoutent des foies de serpent et du venin de serpent. Et ce qui est amusant sur le plan de l'esprit, c'est qu'on rejoint un peu ce qui se passe en Europe avec la thériaque que Claude Bernard a dû vendre chez le père Millet et préparer, où plus il y avait d'ingrédients, meilleur c'était, et surtout si on mettait du venin de serpent. La Condamine est un des premiers à rapporter du curare en très grande quantité, ce qui permettra les expériences des autres chercheurs. Humboldt donc, et la Condamine, enfin je vous passe les noms, Fontana, l'abbé Fontana, il y a toute une série de chercheurs qui commencent à préparer le terrain, et voilà que des flèches arrivent entre les mains de Théophile Pelouse, qui les confie à Claude Bernard. Les chercheurs s'étaient déjà aperçus, enfin les explorateurs, semi-chercheurs, que le curare ne tue pas par voie digestive. Il tue si on l'introduit sous la peau. C'est un poison sagittaire, comme dit Claude Bernard. Les Indiens consomment sans dommage les animaux tués avec les flèches empoisonnées. Ils s'en régalent. Et Humboldt signale qu'il a souvent dégusté, lors de son voyage en Amérique du Sud, des infusions au curare avec ses amis indiens. Il en décrit le goût d'une amertume très agréable, et le curare est considéré comme ayant des vertus digestives. À son retour, Humboldt donne du curare à Magendie. Donc il y a deux voies par lesquelles Claude Bernard a eu du curare, par Pelouse et par Magendie. Orfila, dans son célèbre traité des poisons, paru en 1813, c'est l'année de la naissance de Claude Bernard, dont nous commémorons le bicentenaire, Orfila a classé le curare dans les poisons narcoticoacres, c'est-à-dire qui agissent sur le système nerveux central, mais il ne dit rien de leur fonctionnement. Et Magendie, qui a un petit peu travaillé aussi sur ce curare, abandonne.
pense qu'on ne va pas trouver comment il fonctionne. Il considère que le sujet est épuisé. Ce sont les chimistes qui vont y revenir. Ils vont essayer d'extraire le principe toxique du curare. Ils vont extraire une espèce de substance brunâtre qu'ils appellent la curarine, mais qui n'est pas encore la substance secrète. Il faudra attendre 1935 avec Harold King pour obtenir le premier alcaloïde curarisant à l'état pur. C'est le chlorure de D-turbocurarine. Donc, plus de 50 ans après la mort de Claude Bernard, on découvre vraiment le principe du curare. On en est encore loin quand Claude Bernard lit dans les récits de la Condamine que le curare tue très rapidement, sans convulsion ni cri. C'est une mort propre, une mort discrète. Pour réaliser ses propres observations, il place du curare sous la peau d'une grenouille. Ces pauvres grenouilles qui sont le job de la physiologie, comme dit Claude Bernard. Il va faire ce qu'il appelle une autopsie physiologique. Qu'est-ce qu'une autopsie physiologique, par opposition à une autopsie anatomique? C'est une autopsie qui est faite immédiatement après la mort, quand certaines fonctions s'exercent encore. Parce que parfois, on ne trouve aucun signe anatomique pouvant expliquer la mort. Donc Claude Bernard va chercher des signes physiologiques. Il va centrer ses recherches sur les rapports entre la sensibilité et le mouvement chez les animaux. En une seule journée, le 19 juin 1844, Claude Bernard va constater plus de faits essentiels sur l'intoxication curarique que tous les autres chercheurs pendant un siècle. Il y a des journées clés comme ça chez Claude Bernard, où du soir au matin, il expérimente frénétiquement. Et il lui faut pour cela sacrifier un nombre certain d'animaux. Sur un lapin adulte et un chien de 12 jours, puis un jeune lapin, Claude Bernard constate que les mouvements de la vie animale cessent et ceux de la vie organique persistent. Il transforme une grenouille en statue. La grenouille, donc, va payer un lourd tribut à la science. Mais elle permet à Claude Bernard, selon les commentateurs, de faire des découvertes sensationnelles. Ainsi, le 30 mai 1856, il fait une expérience sur une grenouille décapitée et curarisée. La galvanisation des nerfs lombaires et des muscles du train postérieur démontre, chez une grenouille curarisée, l'irritabilité nerveuse est complètement détruite. L'irritabilité nerveuse est complètement détruite, mais l'irritabilité musculaire, c'est-à-dire la contractilité, persiste et s'exalte. Quel est l'intérêt de cette expérience? Entre autres, 3 aspects. Claude Bernard découvre que l'action toxique du curare sur le système nerveux s'exerce par l'intermédiaire du sang. Il découvre qu'elle s'exerce, selon lui, sur les parties périphériques du système nerveux et non sur les parties centrales. Et il découvre aussi que le curare détruit seulement la motricité et non la sensibilité. Et rien n'est repérable au plan anatomique. C'est une mort sans lésion. C'est une mort sans cri et c'est une mort sans lésion. Vulpian, qui est un des meilleurs disciples de Claude Bernard sur cette question des poisons, résume. Claude Bernard nous montre que le curare abolit les mouvements volontaires en paralysant les extrémités périphériques des nerfs moteurs, tout en respectant les centres nerveux, les muscles et les nerfs sensitifs. Claude Bernard écrit un article destiné au grand public. Claude Bernard se rappelle sa vocation de littérateur, contrarié, avec ses 2 pièces, Arthur de Bretagne et Rose du Rhône. Et il aime bien écrire aussi pour le grand public. Donc, dans la revue des 2 mondes, il écrit un article sur les poisons qui va avoir un très grand succès mondain. Il compare l'animal curarisé à la belle Chlorinde, décrite par Le Tasse dans la Jérusalem délivrée. Il s'agit d'une belle Amazone sarrasine dont l'âme est enfermée dans un cyprès, un peu comme dans les Métamorphoses d'Ovide, donc les dieux ou les nymphes transformés en arbres. Et il décrit ce qui arrive à cette belle Chlorinde.
Peut-on concevoir une souffrance plus horrible que celle d'une intelligence assistant ainsi à la soustraction successive de tous les organes qui sont destinés à la servir, et se trouvant en quelque sorte enfermée toute vive dans un cadavre. Dans tous les temps, les fictions poétiques qui ont voulu émouvoir notre pitié nous ont représenté des êtres sensibles, renfermés dans des corps immobiles. Notre imagination ne saurait rien concevoir de plus malheureux que des êtres pourvus de sensations, c'est-à-dire pouvant éprouver le plaisir et la peine quand ils sont privés du pouvoir de fuir l'un et de tendre vers l'autre. Le supplice que l'imagination des poètes a inventé se trouve produit dans la nature par l'action du poison américain. Nous pouvons même ajouter que la fiction est au-dessous de la réalité. Quand le Tasse nous dépeint Clorinde incorporée, vivante, dans un majestueux cyprès, au moins lui a-t-il laissé des pleurs et des sanglots pour se plaindre et attendrir ceux qui la font souffrir en blessant sa sensible écorce. Claude Bernard s'attache, dans un troisième temps, à quelques autres poisons. Il étudie d'autres poisons sagittaires, par exemple le Lupus entiare et Lupus stiolé. Lupus entiare qui a pour ingrédient principal le latex et qui agit sur le muscle cardiaque, un peu comme la digitale pourprée. Lupus stiolé qui agit, lui, sur la moelle épinière et provoque des spasmes très violents. Il étudie aussi des poisons qu'a étudié Magendie, la noix vomique et la fève de Saint-Ignace, et également la nicotine, alcaloïde du tabac, poison très violent qui tue en laissant les poumons engorgés de sang noir. Mais sur d'autres poisons, Claude Bernard va avancer plus difficilement, et notamment sur les venins. Claude Bernard fait des comparaisons. Il veut absolument classer les poisons les uns par rapport aux autres, et notamment classer les venins par rapport au curare. Il travaille sur le venin de vipère. Il s'obstine à penser que les effets du venin de vipère ressemblent à celui du curare, alors que le venin de vipère provoque une inflammation locale et un état d'intoxication générale qui est bien différent de l'action sélective du curare. Mais il est bloqué par son idée a priori et il sacrifie sans grand résultat des milliers de pauvres vipères et d'animaux piqués par des vipères. Alors il fait des expériences assez étranges où il fait piquer des animaux par des vipères et puis il prend le sang de l'animal piqué par la vipère, il essaie de le réinjecter à la vipère. On voit ici Claude Bernard trahir ses propres préceptes. On se rappelle cette fameuse phrase qui est une de ses citations les plus connues et les plus belles, où il dit qu'un petit fait bien observé, quand il entre en contradiction avec une grande théorie, doit toujours être préféré à la grande théorie. Ça, c'est les leçons de Magendie. Mais Claude Bernard se laisse aller au goût de la théorie. Et il va commettre ainsi un certain nombre d'erreurs, ou en tout cas piétiner sur les rapports qu'il va faire entre certains poisons et le curare. Par intention polémique contre les idées reçues, contre celles de Vulpian notamment, il veut à tout prix prouver qu'on peut tuer un animal avec son propre venin. Donc il arrive à tuer une vipère, une petite vipère jaune avec le venin d'une grosse vipère, et un crapaud avec une flèche empoisonnée par son propre venin, mais à condition d'en mettre une très grosse dose. Ce n'est quand même pas extrêmement facile de tuer un animal avec son propre venin. Et il ne parvient en tout cas pas à rapprocher le venin de vipère et le curare. Consolation, en revanche, les crotales sécrètent un venin paralysant neurotoxique dont les effets sont proches de ceux du curare.
Deuxième rapprochement que Claude Bernard essaie de faire, c'est pas un rapprochement, c'est une opposition d'ailleurs, c'est entre la strychnine et le curare. Il a en tête, il postule une théorie que la strychnine a des effets diamétralement opposés à ceux du curare. Ça formerait une espèce de symétrie. Il affirme que le curare tue les nerfs en allant de la périphérie au centre et la strychnine du centre vers la périphérie. Et il postule que le curare paralyse l'activité motrice et la strychnine paralyse la sensibilité. En réalité, la strychnine agit aussi sur l'activité motrice et ces substances ont une action plus proche qu'opposée. Son goût de la symétrie, comme auparavant son goût de la ressemblance pour le venin de vipère et le curare, joue le rôle d'obstacle épistémologique, c'est-à-dire d'obstacle interne à l'acte de connaître, pour reprendre la formule de Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique. Il se trompe donc par deux fois en voulant à tout prix imposer des idées toutes faites. D'abord la ressemblance entre venin et curare, et puis la radicale opposition entre strychnine et curare. On voit donc que Claude Bernard, et comme Mirko Germek, un grand disciple de Claude Bernard, je dirais que je préfère Claude Bernard à sa statue. Donc il faut reconnaître qu'il a fait des erreurs. Claude Bernard s'est trompé sur le venin de vipère et sur la strychnine, mais est-ce qu'il a parfaitement compris l'action du curare? Vulpian formule élégamment l'apport et les limites de ses travaux, tout en fournissant la solution correcte. Le curare paraît porter son action d'une façon non seulement élective, mais même exclusive sur les extrémités périphériques des nerfs moteurs. Mais est-ce bien sur ces extrémités qu'agit le curare? Certains le pensent. Alors certains, c'est Claude Bernard. D'autres, et je suis du nombre, pensent qu'il n'agit point du tout sur les fibres nerveuses elles-mêmes, pas plus que sur leurs extrémités périphériques, que sur le reste de leur longueur, mais sur la plaque terminale. Le curare bloque par un contact direct une chaîne de réactions biochimiques qui ont lieu dans la région de la plaque terminale. La plaque terminale, en gros, c'est cette espèce d'organe intermédiaire entre le nerf et le muscle qui forme une saillie et qui constitue la jonction entre le nerf efférent et le muscle. Accroché à sa théorie de l'action sur les extrémités périphériques des nerfs, Claude Bernard renacle devant le rôle de la plaque terminale, victime à nouveau, une troisième fois, du même obstacle épistémologique, le goût de la théorie, qu'il a si bien dénoncé pourtant, qu'il a dénoncé chez Lavoisier, quand Lavoisier pensait que l'excès de sucre était dû à un déficit du poumon qui n'éliminait pas ce sucre. Donc, Claude Bernard a terrassé les obstacles épistémologiques des autres, mais il tombe dans les travers qu'il dénonce. Alors là, par contre, où Claude Bernard est tout à fait opératoire, outre les travaux remarquables sur l'oxyde de carbone et une partie du travail sur le curare, c'est sur le pharmacone, c'est-à-dire qu'il a cette intuition, il n'est pas le premier, mais il est celui qui l'a le mieux mis en lumière, qu'il y a un lien entre les poisons et les médicaments. Et il met en regard trois substances: les aliments, les poisons et les médicaments. Les aliments, dit-il, sont des substances qui peuvent faire partie de notre sang, tandis que les poisons et les médicaments sont des substances étrangères, que normalement d'ailleurs le milieu intérieur devrait rejeter, des substances qui ne sauraient pénétrer dans notre organisme sans y causer des désordres passagers ou durables. L'action médicamenteuse, dit Claude Bernard, n'est au fond qu'un empoisonnement incomplet. Ce qui va distinguer le médicament du poison, ce sera la dose et le mode d'administration. Sur la lancée de ses travaux sur les poisons, Claude Bernard en vient à considérer les maladies, beaucoup de nos maladies, comme de véritables empoisonnements. Il considérait les virus comme des poisons
agissant dans l'organisme par un processus de fermentation. Alors on se doute que là, il va rencontrer Pasteur, et les découvertes de Pasteur lui paraissent douteuses. Les médicaments sont considérés comme des poisons installant une sorte de nouvelle maladie opposée à la maladie à combattre pour permettre ensuite le fameux retour à l'équilibre par un mouvement de balancier, comme dit Claude Bernard. Comme pour la fermentation, il semble que Pasteur et Claude Bernard avaient chacun aperçu une partie de la vérité. Claude Bernard n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses intuitions. Tous les poisons, en tout cas, peuvent servir de médicaments, dit Claude Bernard. Tous les médicaments sont en définitive des poisons. Ils n'en diffèrent que par l'intensité moins grande de leur action. Les préparations dont nous faisons usage n'agissent réellement qu'à cause de leurs propriétés toxiques, qui apportent un trouble étranger à l'organisme. Ça, c'est dans les leçons de pathologie expérimentale. Alors, je vous cite quelques exemples. La digitaline sert de stimulant cardiaque, alors qu'on a dit tout à l'heure que la digitale pourprée était un poison. L'opium, tiré d'une variété de pavots, le Papaver somniferum, donne la morphine, calmant et somnifère, analgésique, et la papavérine, qui est un relaxant musculaire, un vasodilatateur. L'arsenic a été longtemps utilisé et peut être utilisé pour soigner certaines maladies auto-immunes, mais on n'utilise plus beaucoup. La fève de Saint-Ignace, qui est une plante des Philippines, un dangereux narcotique, est utilisée par les indigènes comme tonifiant pour l'estomac et l'intestin, et on l'utilise aujourd'hui en gélule homéopathique. Les venins de serpent, alors ça c'est avec un point d'interrogation, produiraient certaines toxiques bénéfiques, peut-être contre les métastases de certains cancers, comme quoi la thériaque avait peut-être des vertus finalement. Le camphre, mortel, si on l'ingère à haute dose, donne une huile bénéfique, analgésique et antiseptique, qui est le constituant essentiel du fameux baume du tigre. Et la noix vomique entre dans la composition de certains antimigraineux ou antipyrétiques contre la fièvre, comme le céphile par exemple. La strychnine, qui est extraite aussi de la noix vomique, est un stimulant respiratoire. Et quant au curare, chacun sait qu'il a eu un rôle dans les progrès de l'anesthésiologie. Certes, Claude Bernard, à la différence de Magendie et de quelques autres physiologistes, disait que le curare n'est pas un anesthésique. Magendie pensait que le curare était un anesthésique, donc il y allait joyeusement dans ses dissections. Claude Bernard dit que ce n'est pas un anesthésique. Cela dit, on l'utilisait comme moyen de contention. Et il reconnaît que la comparaison de l'action du curare avec un chloroforme de la motricité n'est pas mauvaise. Le curare permet d'assoupir les propriétés motrices, comme le chloroforme assoupit les propriétés sensitives. Joint à d'autres produits, il est utilisé aujourd'hui dans les anesthésies pour provoquer le relâchement musculaire. Donc, l'intérêt de Claude Bernard pour les poisons ne relève pas de quelques sombres lubies romantiques, de curiosité gratuite, encore moins de rêverie criminelle, contrairement à la suggestion perfide de son acariâtre épouse Fanny Martin. « Vous devriez user sur moi d'un de vos fameux poisons, lui dit-elle. Car il nous lègue un acquis théorique et clinique, des merveilleux poisons. Grâce aux travaux de Claude Bernard, nous pouvons tirer de merveilleux remèdes. » Je vous remercie et nous allons voir les quelques photos, les photos de Claude Bernard. Oui, du coup, je n'ai pas beaucoup parlé de la vie de Claude Bernard, mais j'en ai parlé beaucoup dans d'autres interventions. On peut peut-être préciser qu'on va s'en approcher. Oui. La maison natale
est à l'arrière d'un corps de bâtiment très important qui était la maison du propriétaire, les parents de Claude Bernard étant viticulteurs, mais au service d'un métayer. Ils étaient donc métayers. Oui. Et ils habitaient à l'arrière de cette grande bâtisse, à l'arrière du colombier qui est resté. Donc dans cette petite courette, le logis, le corps de logis des métayers était là. Là, j'y suis passé un jour où tout était fermé. Et sur le mur, on a mis cette plaque qui marque la maison natale de Claude Bernard. Au printemps, les cèpes qui ont été taillés font leur nouvelle poussée et l'ensemble de la propriété semble se réveiller à son tour. Et Claude Bernard continuait à faire son vin et à veiller sur ses vignes très, très jalousement. Il était extrêmement attaché à ce pays natal, très attaché, et il venait se ressourcer. Un petit peu comme, c'est assez amusant parce qu'on peut continuer la comparaison avec Pasteur. De la même manière que Pasteur venait se ressourcer à Arbois, Claude Bernard venait, lui, se ressourcer à Saint-Julien. Voilà. Ils avaient ça aussi en commun. C'est une sorte un enracinement très profond à leur pays natal. Et les travaux pratiques consistaient en dégustation comparée de vins du Jura et de Beaujolais. Et de vins du Beaujolais, oui, tout à fait. De Saint-Julien. Donc là, des travaux ont été réalisés au cours de l'année dernière pour agrandir la maison où est maintenant installé le musée Claude Bernard, puisque cette maison de maître est devenue, par la suite, Claude Bernard a acheté l'ensemble de la propriété. Et donc, c'est cette maison qui abrite aujourd'hui le musée Claude Bernard, avec celle qui dit « Je suis Claude Bernard ». Et là, nous passons à l'exposition que vous pouvez continuer d'aller voir sur l'autre site de l'Université Lyon 1, à la Doua. Donc, c'est une très, très, très belle exposition avec une scénographie toute simple, mais vraiment remarquable. Le fameux tableau de l'ermite, la leçon d'anatomie de Claude Bernard. Et les fameuses flèches qui ont été offertes, le fameux carquois avec les flèches empoisonnées au curare qui ont été offertes par Théophile Pelouse. Par Théophile Pelouse, les voici en plus gros plan. Et ici, donc, dans une vitrine, un ouvrage avec dessin de texte de Claude Bernard sur ses expériences avec les grenouilles dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a une petite phrase qui a été détachée en rouge, la voici, qui est donc très importante pour la découverte que fait Claude Bernard. En ouvrant la grenouille empoisonnée, je vis que son cœur continuait à battre. Donc l'observation, la fameuse observation, qui va amener l'hypothèse, et puis ensuite l'expérimentation, etc., etc. D'autres vitrines montrent l'ensemble des ouvrages qui ont accompagné tout le parcours, disons, scientifique de Claude Bernard. Et ici, deux fois, donc le dessin d'un foie dans un des ouvrages de Claude Bernard, et puis, à droite, un des dessins qui illustre le livre qui est ici. Et il était un foie qui a été réalisé par donc un artiste, un peintre, le propre frère d'Odile, Max Schendorf, qui a accompagné le travail de sa sœur dans cette recherche sur Claude Bernard et qui lui a offert cette manière d'interpréter le foie dans cette recherche sur la fonction glycogénique du foie.
d'autres vitrines avec les appareils qui ont été utilisés pour faire toutes ces expériences. Et puis, l'autre aspect, donc dans une même vitrine, vous avez à la fois une évocation des débuts malheureux de la carrière de Claude Bernard chez ce fameux pharmacien de Vèze, Millet, qui faisait vendre, qui organisait des grandes ventes à la criée, si j'ose dire, de sa fameuse thériaque. Donc, avec 70 la thériaque. composants, dont le fameux venin de vipère, qui finalement n'était peut-être pas si inefficace. Pas si inefficace. Et puis, vous avez un exemplaire de l'autre, de ce qui était à l'époque la vocation de Claude Bernard, de faire du théâtre, de réussir par la littérature. Et donc, le résultat, ça a été l'écriture de ce texte, Arthur de Bretagne. Qui a été refusé par le critique Saint-Marc Girardin, et qui a conseillé à Claude Bernard de se tourner vers la médecine, puisqu'il avait fait de la pharmacie. Et finalement, le conseil n'était peut-être pas si mauvais. Et donc, on en vient à ce tableau qui fait en même temps, qui est une sorte de dommage à toute la peinture hollandaise, en particulier de Dürer, avec les leçons, les grandes leçons d'anatomie. Donc, c'est Claude Bernard lui-même qui est au centre de cette scène. Voilà, je vous remercie.